Salut à toi, ici Angélique et tu écoutes Chronique Cosmique, le podcast des connectés qui cherche à ouvrir le champ des possibles. Entre spiritualité, développement personnel et connaissance de soi, Chronique Cosmique t'accompagne sur le chemin de l'éveil, te propose des pistes à explorer, une bonne dose d'inspiration et des astuces simples à appliquer pour te créer une existence connectée à la magie de la vie. Alors décroche ta ceinture et prépare-toi à voyager avec l'épisode de la semaine. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chronique Cosmique. Je suis ravie de vous retrouver avec Laura de Sensi Aura que j'ai connue sur Instagram comme beaucoup de mes invités. Alors Laura, elle est thérapeute guérisseuse et aussi spécialiste du trouble chronique, des schémas répétitifs, des conflits intérieurs constants et sa solution, c'est la reconnexion à soi. Et ça passe par plusieurs techniques dont elle va nous parler. Vous verrez que ce qui l'a amené à ça, c'est son histoire et elle va nous raconter tout ça. Salut Laura. Bonjour, ravie d'être là. Alors Laura, du coup, aujourd'hui, on va parler de tout ça, de tout ce que tu fais par rapport aux troubles du corps, parce que c'est un peu ton sujet, c'est ce qui t'anime. Tu peux nous raconter, voilà, comment t'en es arrivée là? Et du coup, est-ce que tu peux commencer par l'histoire de ton réveil? Ouais, ça marche. Alors, c'est une histoire assez cocasse et longue, mais je vais essayer de résumer au maximum. Alors, moi, je suis née avec un jumeau. En fait, j'avais un jumeau dans l'utérus qui est mort. Et donc, je suis née survivante. C'est comme ça qu'on dit, survivante d'un jumeau perdu. Et en fait, ça m'a suivie très longtemps parce que moi, je le savais quand j'étais petite. Ma maman me l'a dit, j'avais 3 ans. Donc, ça a mis des mots très, très tôt sur ce que je ressentais être un manque, un trou, un vide, quelque chose qui était étrange, que je comprenais pas. Donc, ça m'a permis de grandir avec l'information, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, malheureusement. Et donc, de savoir plus ou moins d'où venaient mes problèmes, en partie. Et donc, naître avec un jumeau perdu, c'est vraiment, ça impacte toute ta vie. Mais ça impacte surtout le système nerveux parce que dans l'utérus, il est déjà sensible et il capte déjà toutes les informations. Et en fait, mon corps a intégré que le vide, la mort, c'était dangereux pour moi. Parce qu'en fait, je suis restée quelques semaines avec un poids mort près de moi qui était mon frère. Donc, ça a été un traumatisme intra-utérin. Et donc, je suis née avec ce que j'appelle une incarnation bancale. C'est-à-dire que j'étais là, mais j'étais pas là parce qu'en fait, je voulais pas être là. J'avais de la culpabilité, je comprenais pas pourquoi moi j'étais là et pas lui. Plein de choses autour du fait d'avoir perdu un être cher qu'on vit tous aussi quand on perd quelqu'un, sauf que là, c'était intra-utérin, donc c'était encore plus compliqué de faire un deuil parce que je l'ai pas connu. Et donc, j'ai grandi avec ce truc-là qui a créé plein de soucis derrière. Et surtout, avec un lien avec l'invisible que je ne comprenais pas non plus. Je captais les énergies des autres, je voyais les morts, je sentais les morts aussi, beaucoup avec l'odorat. Donc ça, c'était très bizarre. J'avais 4 ans et chez ma grand-mère, je me souviens, je disais « Oh, t'as fait une tarte à la framboise ?» Et puis ma grand-mère me disait « Bah non. » Et en fait, je sentais des parfums de gens qui passaient, en fait. Et ça, c'était... du coup, il y avait une phrase qui était la phrase qui définissait Laura, c'était « Bah Laura, elle a des odeurs dans le nez. » Alors que c'était juste des choses que je sentais, mais que personne ne pouvait m'expliquer parce qu'en plus, j'ai grandi dans une famille très... traditionnelle, catholique, etc. Donc, toutes ces choses-là, autant dire que ça faisait peur à tout le monde. Donc, voilà. Donc, ça, c'était mon enfance. Un peu, j'étais l'enfant bizarre qui voyait des choses. Tu vois, les amis imaginaires. Alors, ils n'étaient pas très imaginaires au final. Et j'ai donc grandi avec plein de symptômes dans mon corps, plein de schémas répétitifs, surtout dans les relations toxiques avec les hommes, de la dépendance affective. Voilà, plein de choses, honnêtement, les listes longues comme le bras, mais j'avais toujours des inflammations, des cystites, j'ai toujours des problèmes, très petites. Et donc, à 20 ans à peu près, j'ai décidé à 18 ans, pardon, j'ai cherché des réponses auprès du corps médical parce que j'ai été éduquée aussi dans cette
médecine traditionnelle, le médecin, ce qu'il dit, c'est paroles d'évangile. Donc, je suis allée voir un médecin qui m'a dit, tu devrais peut-être faire de la thérapie. Donc, je suis allée voir une psychanalyste freudienne. Et ça a été un désastre parce que pendant 2 ans, ça ne résonnait pas du tout avec moi. J'ai l'impression qu'elle me parlait pas à moi, en fait. Elle récitait ses cours, quoi, et je me sentais pas du tout écoutée. Et donc, j'ai cherché d'autres réponses et j'ai fini dans le cabinet d'un psychiatre à 21 ans parce que je me trouvais folle, en fait. Parce que je voyais des choses, j'entendais des choses, je sentais des choses et personne n'avait la réponse. Et à ce moment-là, c'était quand même il y a plus de 15 ans. Sur les réseaux, j'avais pas les réseaux, déjà, premièrement. Les forums, enfin, en fait, on tombait très vite sur des choses qui, pour moi, paraissaient ésotériques et en fait, ça me faisait très peur. Donc, je cherchais plutôt des réponses concrètes, cadrées, médecine, tout ça, c'était beaucoup plus parlant. Et donc, cabinet d'un psychiatre qui m'a diagnostiqué bipolaire à 21 ans. Voilà, j'ai passé 6 ans à prendre des médications très très lourdes, dont une qui a été retirée du marché peu d'années après l'arrêt des médicaments. Donc ça aussi, ça a été des gros traumatismes. Je me suis complètement oubliée, j'étais un robot pendant 6 ans. J'avais pas de vie sociale. Enfin, tu vois, en plus à l'époque où entre 20 et 26 ans, le moment vraiment où tu dois profiter de la vie. Rien du tout, je ne buvais pas une goutte d'alcool, je ne sortais pas, je dormais à 22h, j'étais vraiment une loque, quoi. Et en fait, malgré tout ça, j'avais quand même au fond de moi une toute petite voix, toute rétrécie qui me disait il y a une autre réponse. Donc, je continuais à lire des livres. J'ai lu des centaines de livres sur la psychologie, le développement personnel, etc. Je continuais à chercher des réponses quand même dans la spiritualité parce que j'ai été bouddhiste pendant un long moment. Donc, je fréquentais des temples, etc. J'ai commencé à faire d'autres types de thérapies. J'ai commencé à explorer l'hypnose, l'expansion de conscience, les régressions en vie antérieure. J'ai commencé à explorer tout ça, mais c'était encore timide. C'était encore vraiment une curiosité qui était forcément alimentée par une vérité au fond, mais à l'époque, je ne savais pas. Mais du coup, c'était à moitié, donc j'étais pas encore vraiment dedans. Jusqu'à ce que, à 26 ans ou 27 ans, tu vois, j'ai même plus les âges exacts, tellement pour moi, c'est une autre vie totalement. J'ai eu un réveil complètement incroyable où je me suis dit, mais en fait, je suis pas malade. Parce que c'est ça aussi, on me disait, tu es malade. C'est même pas tu as un trouble, c'est tu es malade. Donc ça aussi, c'est un mot très, très grave parce que ça te met dans une case dont c'est très dur de sortir. Et quand tu es en recherche de réponse, en recherche d'identification, surtout à cet âge-là, tu vas t'identifier à tout ce qu'on te dit. Et donc, je m'en suis mise dans la case avec plaisir parce que j'avais besoin qu'on me dise ce que j'avais. Donc, j'étais malade. Et puis, ce jour-là, j'ai eu une illumination où j'ai dit, mais en fait, je ne suis pas malade. Et je suis allée chez mon médecin traitant qui me connaît depuis que je suis née, qui est très ouvert d'esprit. Lui, il est aussi hypnothérapeute, il fait de la médecine chinoise. Donc, tu vois, c'est pas un médecin classique. Et je lui dis, je pense que je ne suis pas bipolaire. Et il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, il était temps que tu t'en rendes compte. Et cette phrase, elle m'a complètement chamboulée. Je me suis dit, mais en fait, lui, il a eu pendant toutes ces années, il a essayé de me le dire, de m'amener à la réponse. Et en fait, il m'a dit, je te l'ai jamais dit comme ça parce que tu n'étais pas du tout prête à l'entendre. Et c'est vrai, en fait, avec le recul, il m'aurait dit ça, je pense que j'aurais claqué la porte et je ne serais pas retournée le voir. Parce que j'avais besoin d'être dans cette case-là à ce moment-là de ma vie. Et à partir de là, donc, on a réduit les médicaments et au bout d'1 an, parce que ça a été long de réduire, parce que forcément, quand on prend autant, ton corps, tu peux pas supprimer d'un coup. Au bout d'1 an, j'ai arrêté les médicaments et en fait, ça a été... je me suis rendu compte que plein de symptômes que j'avais venaient des médicaments et pas du coup du trouble bipolaire que je n'avais pas. Ouais, c'est... Quand j'en parle, en fait, j'y pense plus. Mais quand j'en parle, je me rends compte de la gravité de la chose. Et en fait, donc là, j'avais 27 ans.
Et à 28 ans, je fais mon premier voyage en Inde. L'Inde, c'est un pays qui m'appelait depuis toute petite. Quand j'avais 5 ans, ma chambre, elle était remplie d'images, de cartes de l'Inde, alors que je regardais pas la télé non plus. Donc ça aussi, c'était un truc que ma mère comprenait pas, mais comme plein d'autres choses qui étaient étranges chez moi. Et donc cet appel de l'Inde, à 28 ans, j'ai eu l'occasion de partir juste 2 semaines en vacances avec une copine à moi, avec ma meilleure amie même, qui me dit Laura, je vais en Inde, est-ce que tu veux venir avec moi? Alors moi, j'ai sauté sur l'occasion, je vais en Inde. Et là, ça a été le début de tout. Donc j'avais 28 ans et j'ai découvert, en fait, j'ai compris, en mettant juste les pieds, je me souviens que j'ai posé les pieds en dehors de l'avion, je suis descendue de l'avion et je me suis dit, je suis à ma place. Je me sentais beaucoup plus à ma place que toute ma vie où j'ai vécu avant. Et en fait, là, j'ai découvert la vraie spiritualité, celle qui me parlait le plus. La spiritualité dans tous les gestes du quotidien, dans la vision du karma aussi, parce que c'est un truc auquel moi, j'ai toujours cru. Et j'étais pas au bon endroit, parce qu'en fait, dans ma culture, c'était pas du tout entendu. Et en fait, j'ai découvert ma spiritualité vraiment pendant ces 2 semaines. Ça a été la petite étincelle, en fait, qui a allumé le feu en moi. Et là, a commencé une exploration beaucoup plus profonde, spirituelle, où j'ai exploré l'hindouisme, le karma, la réincarnation, toutes ces choses qui me parlaient. Et là, donc, s'en est suivi, je dirais, 5 ans d'exploration, de voyage aussi. Je suis retournée en Inde, j'ai vécu aussi en Indonésie. Voilà, j'ai exploré vraiment l'Asie, je me sentais vraiment au bon endroit pour faire ça. Et là, en fait, j'ai compris que j'avais des capacités. En fait, c'est là où j'ai commencé à comprendre et à accepter, parce que dans les yeux aussi des autres, ça aussi, c'est très important. Dans ma culture, dans ma famille et dans mon entourage de façon générale, c'était quelque chose qui n'était pas normal. Et donc, ça m'a conditionnée à me dire, je suis pas normale. Donc, en fait, peut-être que je suis folle et donc bipolaire, blablabla. Alors qu'en Asie, quand je disais aux gens, moi je vois les morts, ou moi je sens les morts, ou je peux parler aux morts, ou j'en sais rien, les gens, ils étaient pas du tout étonnés, quoi. Ils me regardaient, ils disaient, ah ok, et du coup, c'était une vraie discussion normale, comme si je leur disais, j'ai mangé une pomme ce matin, quoi. Et du coup, pour moi, c'était incroyable ça, et je me suis sentie normale pour la première fois de ma vie. Et du coup, j'ai commencé à explorer ces capacités. Et c'est là où j'ai commencé à vraiment les développer. Parce que je pense qu'avant, elles étaient vraiment mises en boîte, vraiment étriquées. Et en plus de ça, elles étaient anarchiques. Parce que le fait de les mettre en boîte, ça ne veut pas dire qu'elles disparaissent. Ça veut dire qu'elles nous envoient des choses vraiment de façon complètement incontrôlable. Donc des rêves, des messages. Parfois même, j'ai eu aussi des accidents de voiture parce que je n'écoutais pas les signes. Donc voilà, donc moi en fait, j'avais ce truc qui était très pesant chez moi que je ne comprenais pas. Et le fait de voyager et de voir que d'autres gens trouvaient ça normal, ça a été une libération pour moi. Et j'ai commencé à explorer, j'ai commencé vraiment à aller au fond des choses. Et il s'est passé plein de choses. J'ai fait une énorme dépression en 2019, énorme. Suite à une rupture avec le dernier partenaire toxique que j'ai eu, suite à tous mes schémas répétitifs. Et à partir de cette dépression-là, donc 2019, ça a été le tournant, parce que là, pour le coup, ma vie a changé. J'ai eu je pense, un écroulement de mon ego complet. Je savais plus qui j'étais, je savais plus ce que j'aimais, je savais plus ce que je voulais. C'était vraiment très dur. J'avais des pensées suicidaires. Ça a été vraiment une période très, très, très noire. Je l'associe à une nuit noire de l'âme, honnêtement, parce que j'étais dans je savais plus qui j'étais. Je me reconnaissais plus dans le miroir. Et d'ailleurs, mon visage, si on regarde des photos de 2018 et de 2020, mon visage a changé entre les deux. Donc, vraiment, il s'est passé quelque chose de très, très fort là. Et là, j'ai commencé à recevoir beaucoup plus de messages plus clairs. Je me suis mise à sentir parfois les mots des autres, chose qui n'arrivait pas avant. Avant, je sentais que les émotions. Et là, je me suis mise à sentir dans mon corps, par exemple,
là, il y a une épaule coincée, ou là, des choses vraiment dans mon corps. Et en parlant avec mon papa, qui est mon papa spirituel, c'est pas mon vrai père, mais c'est la personne qui, pour moi, m'a guidée depuis 2019 sur ce chemin-là, parce que lui, il a vécu en Inde plein d'années et il est aussi psychothérapeute de formation, donc il a cette approche hyper large de la spiritualité et de la guérison. Et c'est lui qui m'a dit, bah, peut-être que tu devrais en faire quelque chose de ce don, peut-être que tu devrais explorer et voir si tu as envie d'accompagner aussi des gens. Et franchement, c'était pour moi quelque chose d'incroyable parce que quand j'avais 20 ans, ma thérapeute me disait déjà, un jour, tu seras thérapeute. Et moi, je rigolais. J'étais donc à ce moment-là bipolaire, sous médication, j'étais fonctionnaire. Donc pour moi, être thérapeute, c'était juste... enfin, je pouvais pas accompagner des gens dans cet état-là. C'était incroyable pour moi. Mais on me l'a dit plein de fois dans ma vie. Et du coup, ça a été, je pense, un conditionnement pour le coup positif, parce qu'il n'y a pas que des conditionnements négatifs. Et en fait, quand il m'a dit ça, bah, je me suis dit, bon, bah, peut-être que je vais explorer. Et là, j'ai commencé à recevoir des soins énergétiques et à explorer l'énergétique vraiment, parce que il se passait des choses dans mon corps qu'il fallait que je comprenne. Et en voyant des thérapeutes énergétiques, je me disais, c'est magique, il faut que j'apprenne absolument à faire ça. Et là, j'ai commencé, donc j'ai fait mes 4 degrés de Reiki. Donc, je suis devenue maître Reiki. J'ai étudié la structure énergétique, donc avec des livres, parce que j'avais pas les moyens de faire des formations à ce moment-là. J'ai lu des dizaines de livres. D'ailleurs, j'ai un livre qui est gros comme ça sur la structure énergétique de l'être humain, de la Terre, le magnétisme aussi, le champ électromagnétique de la Terre, etc. C'est quoi ce livre? Il est là d'ailleurs, attends. Le corps subtil de Cindy Dale. Ah ouais, ok. Et c'est une Bible, il est gros comme ça, et dedans, il y a, ça parle des méridiens, ça parle de toutes les structures énergétiques aussi selon les cultures, parce que c'est pas toujours pareil. Les nadis en Inde, par exemple, et les méridiens en Chine, enfin, les chakras de la Terre, l'ADN, ça parle de, vraiment, c'est hyper, hyper complet. Excellent. C'est ma Bible, du coup, il est là et je le consulte de temps en temps. Donc voilà, donc j'ai exploré énormément de choses. Je me suis mise à tirer les cartes, chose que j'avais jamais fait, mais mine de rien, il y avait cette petite part de moi qui existait puisque quand j'avais genre 25 ans, j'avais déjà acheté un jeu de cartes que j'avais laissé de côté, je l'avais jamais ouvert, mais je l'avais acheté. Et donc en 2019, je me suis mise à tirer les cartes. J'ai utilisé le pendule et le pendule, c'est mon outil de prédilection. Je me suis rendu compte tout de suite que j'étais douée avec le pendule parce qu'on n'est pas tous doués avec la même chose. On a tous un outil. Et le pendule, ça a été révélation. En fait, il me donnait des réponses hyper précises et c'était incroyable. Et du coup, je l'ai toujours utilisé depuis. Tu vois, là, il est là. Il est juste là juste derrière moi. Il est toujours avec moi. Du coup, j'ai exploré ça, le pendule. Et du coup, c'est un outil dont je me sers quasiment tous les jours, même pour prendre des décisions parfois. Et même des décisions importantes. Pour la petite anecdote, je déménage en Indonésie en novembre avec mon copain qui est pour le coup mon partenaire idéal et sain pour la première fois de ma vie. Et on part et en fait, pour trancher la décision, on a utilisé le pendule. Donc même lui, en fait, il participe à ça. Donc c'est génial, ça aussi. Donc voilà, donc j'ai exploré tout ça pendant 2-3 bonnes années, jusqu'à ce que je me dise, ok, maintenant que j'ai exploré, alors j'étais persuadée que j'avais fait le tour, alors que pas du tout, mais bon, tu sais, il y a des moments où on se leurre beaucoup, et je me suis dit, bon, maintenant que j'ai exploré bien tout, je vais en faire un métier. Parce que en fait, depuis petite, mon surnom chez moi, dans ma famille, c'était Brigitte Bardot, parce que je voulais sauver le monde entier. Brigitte Bardot ou Mère Teresa, c'était les deux, voilà, parce que je me souviens que des fois dans la rue, si je voyais un SDF petite, je disais à ma mère, bah on l'emmène à la maison, on va lui de faire une douche et tout, tu vois, j'étais vraiment genre, je voulais sauver le monde entier. Et du coup, ça avait du sens pour moi d'aider les autres d'une façon ou d'une autre. Et c'est là où je me suis dit, bah en fait,
j'ai des capacités, je vais pouvoir les utiliser. Alors en fait, au départ, quand j'ai commencé à accompagner des gens, c'était très timide. C'était très... j'osais pas vraiment aller dans mon pouvoir personnel, ma médecine personnelle. Donc, j'utilisais le Reiki parce que c'était ma structure. C'était la seule chose que je connaissais. Je me disais, ah bah oui, mais je peux pas sortir des cases. Encore une fois, les cases. Euh, Parce que si je sors des cases, peut-être que je vais faire des dégâts. Voilà, c'était ma croyance. Ce qui est en soi pas mal parce que du coup, ça évite quand même de faire n'importe quoi, mais c'était beaucoup trop de contraintes en fait. Et puis, depuis très peu en fait, depuis peu de temps, j'ai continué mon chemin. Forcément, ça fait encore des mois et des mois que je suis en thérapie avec une magnétiseuse. Donc, je touche encore à d'autres couches de moi. Et plus je me connais et plus je m'ancre dans qui je suis, plus je me rends compte qu'en fait, j'ai pas besoin du Reiki. J'ai pas besoin d'un nom, en fait. J'ai pas besoin d'une technique. La capacité, je l'ai. Je la développe au fur et à mesure aussi. Hein. Ce que je fais aujourd'hui, peut-être que ça sera complètement différent de ce que je ferai dans 10 ans. Mais mine de rien, je me rends compte que je me suis mise moi-même aussi dans beaucoup de cases et de restrictions par peur de faire mal, par peur d'être pas acceptée aussi, pas aimée. Tu vois, tout ça encore, ça revient. Ça faisait partie du fait... ça faisait partie du diagnostic aussi. C'était, il faut que je me mette dans une case parce qu'au moins, j'ai une excuse pour mes comportements, j'ai une explication. Et donc, tout ça, c'est un chemin de connexion à soi, de connaissance de soi, qui, selon moi, j'aurais jamais pu le faire toute seule. Et donc, j'ai décidé de devenir la thérapeute que j'aurais aimé trouver il y a 15 ans. En gros, c'est ça la motivation vraiment de la personne qui va te donner des réponses, mais surtout qui va te permettre de les trouver en toi. Parce que moi, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit « t'es comme ci, t'es comme ça, t'es comme ci, t'es comme ça », qui m'ont mis du coup dans des cases et qui m'ont pas laissé l'espace de « qu'est-ce que moi je pense, qu'est-ce que moi je ressens ». Et donc, moi, j'essaye au maximum avec mes patientes de faire en sorte que le terrain soit favorable à cette chose-là. C'est-à-dire, on nettoie, on purifie, on clarifie les choses ensemble pendant quelques séances pour qu'après, il y ait l'espace de « Ok, qu'est-ce que toi tu sens? Qu'est-ce que toi tu penses? Qu'est-ce que toi de quoi toi tu as besoin ?» C'est pas moi qui vais leur dire de quoi elles ont besoin. C'est pas mon travail. Et c'est vraiment pas du tout ce que je veux faire. Et vraiment, c'est la valeur peut-être principale de ce que je fais, c'est l'autodétermination. Chacun sait ce qui est bon pour lui. Moi, je suis personne. C'est pas parce que j'ai des capacités peut-être qu'elle n'a pas ou qu'elle n'a pas développées, parce que je crois fortement qu'on a tous des capacités à développer, que je suis mieux qu'elle, en fait. Pas du tout. C'est juste que j'ai fait peut-être 3 pas de plus qu'elle. Aujourd'hui, on n'est pas au même endroit du chemin. Et donc, je peux la guider vers ce qui se passe après. Mais moi, mon but, c'est qu'elle arrive encore plus loin que moi. C'est pas qu'elle arrive au même niveau que moi. Et donc, j'accompagne des femmes, principalement des femmes. J'ai aussi des hommes, hein, mais j'ai principalement des femmes qui ont été abandonnées de la médecine. C'est vraiment ça. Elles arrivent toutes essoufflées de 5, 10, 15 ans de médecins, psychiatres, spécialistes en tout genre. Et elles n'ont toujours pas la réponse, en fait. Elles savent toujours pas qu'est-ce qui va pas. Elles savent toujours pas comment le régler, surtout. Parce qu'elles prennent des médicaments et que ça sert à rien, ça marche pas. En fait, c'est une bouée. Donc, ça ne guérit pas le fond. Et donc, voilà, moi, mon travail, c'est vraiment, du coup, le trouble chronique, mais c'est large. C'est-à-dire que ça peut être l'anxiété chronique, ça peut être la prise de poids chronique, ça peut être les relations toxiques, les schémas répétitifs dans les relations, la culpabilité chronique. Enfin, c'est large, le chronique, mais vraiment, c'est ça. Parce que pour moi, quand c'est chronique, c'est pas mécanique. C'est-à-dire que quand quelque chose revient tout le temps, c'est comme dire j'ai toujours mal au poignet, même quand je me soigne, ça revient alors que je bouge jamais mon poignet. C'est pas normal en fait. Si tu as toujours un truc qui revient, tout le temps le même, au même endroit, ou qui se déplace aussi, mais c'est toujours une inflammation par exemple, qui est tout le temps là, c'est que quelque chose coince. Et t'as beau manger bien, t'as beau faire du sport, t'as beau faire tout ce qu'il faut, ça change pas.
c'est que la réponse est ailleurs. Et souvent, les médecins n'ont pas la réponse parce qu'en fait, ils vont pas chercher les causes émotionnelles, les causes traumatiques, les causes karmiques aussi, pour le coup, ou les causes transgénérationnelles. Il y a vraiment plein de facteurs. Et c'est ce que je fais en thérapie. Donc, j'utilise plein d'outils. J'utilise beaucoup la visualisation parce que du coup, on va chercher, par exemple, pour le système nerveux, je me base beaucoup sur la visualisation parce que ça nous donne plein d'infos. On visualise des paysages, on visualise des mouvements et ça nous dit comment est notre système nerveux à ce moment-là et comment on peut le modifier, comment on peut travailler sur le nerf vague juste avec de la visualisation. Et ça, c'est la beauté de la force de notre mental, en fait. Quand la communication se fait entre le mental et le corps, il peut se passer vraiment des miracles, en fait. Donc, j'utilise ça, j'ai étudié le système nerveux, du coup, pour pouvoir accompagner parce que je me suis rendu compte que c'était la base, souvent, de l'anxiété. Donc, si on ne travaille pas sur ça, en général, c'est difficile d'en sortir durablement. Donc, le corps, pour moi, en fait, est devenu... Alors ça, c'est rigolo aussi parce que moi, j'ai eu un rapport au corps toute ma vie était complètement tordu. J'ai eu des troubles alimentaires et j'en ai toujours, d'ailleurs. Je suis dessus, en fait, constamment. Troubles alimentaires, je me jugeais beaucoup. J'avais du mal à... Je sentais jamais mes pieds. Ça aussi, c'était un gros symptôme d'un manque d'ancrage. Donc, j'avais un rapport à mon corps qui était complètement conflictuel. Et mon travail m'a permis de me rendre compte à quel point le corps est spirituel. À quel point être dans son corps et prendre soin de son corps, en fait, c'est une spiritualité. Il n'y a pas forcément besoin d'être... Tu vois, moi, c'est mon cas, mais je parle par exemple de mes patientes. C'est pas des personnes forcément qui font des rituels ou des prières. Mais le fait de revenir à son corps, c'est déjà spirituel, en fait, parce que c'est notre véhicule. Et c'est le billet qu'on a pour vivre notre vie, en fait. Donc, pour moi, soigner, aider les femmes à se guérir des troubles chroniques, c'est une façon de les amener vers leur spiritualité. Et en fait, c'est le cas parce que j'en vois beaucoup de patientes qui font ce travail sur le corps et qui reviennent 3 mois plus tard et qui me disent « Laura, maintenant, je me mets à parler à mes guides ou je me mets... » Enfin, elles ont des avancées spirituelles parce qu'elles sont revenues au corps. Et souvent, je trouve que c'est un peu oublié. Alors aujourd'hui, ça va mieux, mais on a eu une période où vraiment c'était totalement oublié, où la spiritualité, c'était juste prier, s'ouvrir, être là-haut, en fait. Mais en fait, avant d'être là-haut, il faut être en bas, parce que sinon, on peut pas... c'est difficile d'avoir des certitudes, d'interpréter des messages, d'appliquer des conseils qu'on reçoit de nos guides, de nos maîtres, de quoi que ce soit auquel on croit, si on n'est pas dans notre corps, si on n'est pas dans notre réalité. Et du coup, ça explique beaucoup pourquoi j'ai énormément de patientes qui disent « Mais je comprends pas parce que moi, je prie, qui sont très religieuses, qui font plein de choses au niveau spirituel, mais qui ne concrétisent rien dans la matière parce qu'elles ne sont pas dans leur corps. » Et du coup, je pense que c'est pour ça que j'ai vraiment pointé sur ce sujet-là, mon travail, et aussi parce que je l'ai vécu. Et du coup, en fait, j'ai pris la Laura il y a 15 ans et je me suis dit de quoi elle aurait eu besoin, cette Laura. Et j'ai créé des accompagnements dont j'aurais eu besoin. Tu as parlé à un moment donné, de développer ses capacités. Comment tu as fait pour développer tes capacités quand tu étais en Inde, il me semble? Ouais. Alors, c'est dur de répondre avec une seule technique parce qu'en fait, je pense que c'est un mélange de plein d'explorations qui font que tu développes tes capacités. Mais je pense que pour le faire simple, c'est vraiment de la connaissance de soi. C'est-à-dire qu'en fait, tant que tu n'as pas accepté ce que tu es, ou que tu as cette chose en toi, c'est très difficile de les développer parce qu'en fait, tu les renies complètement. Donc, connaissance de soi, donc pour moi, c'est passé par de la thérapie, beaucoup de thérapie. Et c'était pas des thérapies classiques, c'était souvent de l'hypnose, de l'expansion de conscience, donc
explorer les plans de conscience, explorer son inconscient, les régressions en lui antérieures aussi, tout ça, ça te donne beaucoup, beaucoup de réponses sur qui tu es. Et pour développer vraiment dans le concret les capacités, je pense que, encore une fois, ça passe par le corps. Donc, moi, je me suis rendu compte que... Alors, depuis que je suis petite, je danse. Depuis toujours. C'est ma première passion. J'avais 4 ans que déjà, je dansais dans mon parc devant la télé. Je me souviens, ma mère, elle me racontait que je dansais sur les génériques de films, etc. Donc, j'ai toujours eu ce rapport avec le mouvement. Mais juste celui-là, parce que je détestais le sport. C'était vraiment juste la danse. Et je me suis rendu compte ces dernières années que quand je dansais, j'étais et ancrée et connectée. Donc en fait, ça permet, c'est comme l'ouverture d'un canal. Ça permet de laisser le corps s'exprimer. Et au bout d'un moment, à force de pratique, à force d'être vraiment dedans, sur certaines musiques aussi, sur certains rythmes primitifs surtout, donc les rythmes de tambour, etc. Après, je t'en parlerai du tambour. Ça permet de canaliser des choses. Donc, soit canaliser des messages, réussir à capter d'autres choses, soit canaliser des choses intérieures. Par exemple, je trouve que c'est un très bon canaliseur d'énergie sexuelle. Quand on est... en général, les femmes, et c'est sociétal et c'est normal, on a souvent un déséquilibre entre notre féminin et notre masculin parce qu'on nous a conditionnés à être beaucoup dans le masculin. Il faut travailler dur, il faut être girl boss et tout ça. Ça nous empêche un peu d'être dans notre féminin qui est celui de l'intuition, de la réception, du calme, de la lenteur, etc. On n'a pas le temps en fait, on a trop de choses à faire. Et danser, ça permet vraiment de se connecter à cette puissance qu'on a à l'intérieur. Donc ça, pour le coup, pour moi, c'est vraiment un outil, un vrai outil pour développer, pour explorer ses capacités, sa puissance. Alors, pas n'importe quelle danse et pas n'importe comment peut-être, mais mine de rien, bouger son corps, c'est lui envoyer un message, c'est lui dire « je t'aime » en fait. Donc, le laisser s'exprimer dans un monde qui nous empêche de nous exprimer de plein de façons, laisser le corps bouger comme il veut sans le juger, c'est vraiment... ça ouvre des portes vraiment incroyables sur notre intuition, sur notre capacité à voir le monde, sur notre énergie personnelle. Enfin, vraiment, ça, c'est un outil. Ensuite, ouais, je pense que vraiment... Alors, tu vois, c'est pas concret en soi, mais vraiment la connaissance de soi... travailler sur... par exemple, ce que je fais avec mes patientes, c'est... On travaille sur le système nerveux, donc vraiment sur la mécanique de la chose, mais on travaille aussi sur les parts d'elles-mêmes qui ont été abandonnées, qui ont été mises de côté. Par exemple, si tu as vécu quelque chose de difficile, tu as peut-être laissé de côté la part de toi qui se sent rejetée. Et donc, elle n'est pas intégrée en toi. Et en fait, tant que tu n'as pas intégré même les choses les plus difficiles, si tu les intègres pas en toi, c'est comme si tu marchais avec des bouts de toi qui flottaient autour de toi. Et tant que c'est pas entier, c'est impossible d'aller vers une ouverture complète. Donc, tu auras peut-être un développement de capacité ou d'intuition, mais ça sera jamais à 100% parce qu'il manque des morceaux de toi. Donc, ça aussi, c'est une façon de développer. Au final, je trouve que se faire accompagner de façon générale sur n'importe quel sujet, c'est une façon de développer ses capacités. Parce qu'en fait, c'est une façon de se connaître, c'est une façon de se comprendre, de se nettoyer aussi des choses qui ne nous appartiennent pas, parce que ça nous obstrue complètement pour recevoir, en fait. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question. Mais complètement. C'est 2 pistes géniales et à explorer parce que voilà, tout le monde a besoin de se connaître mieux. Déjà, pas que pour développer ses capacités, il y en a qui n'en ont peut-être rien à faire Exactement. Je sais que sur le podcast, il y en a beaucoup qui se posent la question parce qu'on m'a beaucoup posé la question, donc c'est pour ça que je te l'ai posée. Mais aussi, voilà, pour aller bien, pour aller mieux, pour savoir jouer sa petite musique intérieure, quoi. Toi, c'est vrai que c'est la danse.
parce que bah voilà, c'est quelque chose que tu fais depuis que tu es petite, c'est ta petite musique intérieure, voilà. Et reconnecter aussi à son enfant intérieur pour savoir ce que lui, il aimait quand il était petit et qu'on a peut-être abandonné en route. Et ça, c'est trop dommage parce que on est tellement de gens à pas jouer sa petite musique intérieure et ça, c'est trop important. C'est vrai. Et c'est tellement important, tu vois, tu parles de l'enfant intérieur, mais c'est vraiment un sujet, ça, parce que je pense que quand on était petit, instinctivement, on avait des pratiques qui étaient bonnes pour nous. Instinctivement, un enfant, par exemple, quand il se fait mal, il va mettre la main sur là où il a mal. Parce qu'en fait, instinctivement, il sait qu'il a du magnétisme, il sait qu'il a une capacité à se guérir, donc il va mettre la main. Et c'est un truc instinctif. Instinctivement, un enfant, il va fredonner quand il a peur. Régulation du système nerveux. Fredonner, ça régule le système nerveux. Donc, quand on est en stress, fredonner, ça peut nous sécuriser. Instinctivement, l'enfant, quand il a trop d'énergie, il se balance sur sa chaise. Mais c'est aussi ça, se balancer, c'est la régulation du système nerveux. Donc, en fait, de façon purement instinctive, les enfants, ils savent ce qui est bon pour eux. Et effectivement, comme tu l'as dit, on oublie. Parce on grandit, on a des conditionnements, on a des gens qui nous disent ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et du coup, c'est plus acceptable de faire certaines choses parce que c'est vu comme bizarre ou je ne sais pas quoi. Mais en fait, si on recontacte ces choses-là, on se rendra compte qu'en fait, c'est celles-là qui vont nous guérir. Parce que si quand tu étais enfant, t'aimais, je sais pas, t'asseoir sous les arbres et parler aux feuilles, bah peut-être qu'en fait, c'est ça qui va te guérir. Parce que c'est ça qui va te donner une connexion à ton environnement. Si quand tu étais petite, t'aimais marcher pieds nus dans la terre et que ta mère elle t'engueulait parce que c'était sale, mais qu'en fait t'aimais ça, parce que peut-être t'avais besoin d'être en contact avec la terre. Donc en fait, reconnecter effectivement à tout ce qu'on aimait faire quand on était petit, c'est souvent des très bonnes pistes. Moi, par exemple, j'adorais danser. Justement, je donnais l'exemple, j'adorais m'asseoir sous les arbres et parler aux branches. Je parlais aux branches. Quand elle bougeait, j'avais un seul pleureur, je m'en souviens, et c'était mon meilleur ami. J'adorais parler aux animaux. J'adorais récolter des cailloux. Donc maintenant, c'est devenu des pierres de lithothérapie, mais voilà, je récoltais des cailloux. J'adorais observer les vagues. Quand j'allais à la mer, je restais comme ça, je méditais pendant 10 minutes. J'avais 3-4 ans, quoi. Donc en fait, c'est des très bonnes pistes pour savoir ce qu'il nous faut pour guérir, pour avancer. Alors, ça ne sera pas la réponse ultime et il n'y aura pas de miracle, évidemment, mais c'est déjà des très bonnes pistes pour commencer, je pense. Quand on ne sait pas où donner de la tête, quand on se dit de quoi j'ai besoin parce que je suis tellement perdue et je suis tellement pas bien que j'arrive pas à trouver ce que je voudrais, ce que j'ai besoin, parce que quand on n'est pas bien, on a du mal à connecter à ces choses-là. Bah, du coup, c'est bien de se rappeler qu'est-ce que je faisais quand j'avais 5 ans. Et en général, c'est des très, très bonnes pistes. Ouais, c'est un travail que j'ai fait et il est vraiment efficace, quoi. Mais clairement, Après, je me pose... c'est pur, en fait. C'est pur. Il n'y a pas de... Tu vois, par exemple, t'aimais gribouiller, peut-être. Bah, en fait, quand tu gribouilles, ça te fait du bien parce que ça relâche beaucoup d'énergie quand tu t'énerves sur ton papier. Ou colorier, c'est hyper méditatif. Enfin, en fait, c'est plein de choses qui sont très, très efficaces pour se calmer, pour s'apaiser, pour développer son intuition aussi. Donc, Ouais. totalement. Donc, ah oui, tu as évoqué le tambour chamanique. Ouais. Alors ça, c'est quelque chose de très rigolo parce que j'ai jamais été... Alors, je suis danseuse, mais par contre, j'ai jamais été attirée par la musique. C'est-à-dire que pour moi, la musique, elle avait un seul but, c'était de me faire danser. Donc, en fait, j'ai jamais écouté de la musique pour le plaisir. D'ailleurs, c'est très bizarre parce que il y a très peu de gens comme moi, je pense, et les gens, ils écoutent de la musique tout le temps. En tout cas, dans mon entourage, c'est comme ça. Et du coup, j'étais toujours la fille bizarre qui écoutait pas de musique. Et quand je l'écoutais, c'était pour danser et c'est tout. Donc, j'ai jamais été attirée, j'ai jamais voulu apprendre un instrument. J'avais essayé d'apprendre le piano, mais en fait, j'ai fait deux leçons et puis j'ai lâché parce que c'était pas pour moi. Donc, c'était vraiment pas du tout un truc qui m'attirait, qui me parlait. Et ça fait 2 ans que j'ai l'appel du tambour. Il y a vraiment un truc qui me dit, faut que t'aies un tambour, faut que t'aies un tambour, faut que t'aies un tambour. Sauf que bah, je voulais pas l'acheter tout fait parce que je voulais vraiment y mettre quelque chose de personnel. Et je trouvais pas forcément de personnes qui pouvaient m'aider à le faire. Donc, j'avais laissé ça de côté.
Et bon, petite histoire, on fait plus résumer parce que je parle beaucoup. Je résume, j'ai fait mon tambour, j'ai mis toute mon âme dedans, donc c'est vraiment un instrument qui est purement et spirituel et d'ancrage. Parce que pour le coup, le tambour, je me suis rendu compte que en le faisant pour moi déjà, ça me donnait une présence à mon corps qui est incroyable. La vibration, elle me ramène à des choses extrêmement primitives, à la terre, au battement du cœur aussi, parce que c'est quand on le tape d'une certaine façon, c'est vraiment, ça se synchronise avec le cœur. C'est tout ton corps qui vibre avec. C'est vraiment impressionnant. Moi, je l'imaginais pas du tout comme ça quand je l'ai fait, en fait. Euh, et je me suis aussi rendu compte que ça aidait. Alors, pas sur moi, parce que je pense que c'est aussi un outil qui est fait pour partager. Quand je le fais sur des gens, je me rends compte que la vibration dissout, c'est vraiment comme de l'acide presque, ça dissout des blocages. C'est en quelques battements, c'est presque ça. Si la personne est prête, évidemment, c'est pas. Si la personne est prête à lâcher quelque chose, ça va aider totalement. Et le mien, pour le coup, il est parce qu'ils ont tous un but différent, ils ont tous une mission différente selon ce qu'on y met dedans, évidemment. Le mien, il m'a communiqué qu'il était là pour vraiment ouvrir les chakras du haut, donc l'intuition, la vision, la connexion. Il n'est pas là forcément pour ancrer. Il ancre parce que c'est la vibration qui le fait, mais sa mission, c'est vraiment ça. Et c'est vrai, parce que du coup, je me suis rendu compte que quand je l'utilise sur moi, j'ai des visions. Enfin, en fait, c'est très rapide. Je pars très, très vite dans d'autres états, dans des états de conscience modifiés. Donc ça, c'est un outil vraiment pour moi incroyable parce qu'en plus, c'est un outil primitif, c'est un outil traditionnel qui date de la nuit des temps, en fait. C'est pas des choses compliquées en soi. C'est fait avec de la peau et du bois. En fait, c'est des choses... c'est simple, entre guillemets. C'est simple à faire. Et en fait, ça crée... c'est un outil que je veux explorer, tu vois. Je suis au début, ça fait pas longtemps que je l'ai. Et je pense qu'il va s'intégrer dans certains accompagnements parce qu'il a une capacité à débloquer des choses, la vibration, vraiment, c'est vraiment un sujet, tu vois, pour le coup, je suis curieuse. Je ne suis pas encore, mais la vibration, que ça soit le son ou la voix aussi, c'est des choses qui m'attirent de plus en plus et c'est possible que dans le futur, je crée des choses autour de ça. D'accord. Et j'ai pas encore dansé avec, donc tu vois, pour le coup, là, c'est aussi un truc que je devrais faire. C'est pas évident non plus parce qu'il faut le tenir et bon. Mais il faudrait que j'essaye pour voir ce que ça donne parce que la danse plus la vibration, à mon avis, c'est incroyable. On allait faire un petit stage dans une tribu amérindienne. Ça peut être pas mal. Totalement, ouais, c'est incroyable. Et du coup, comment tu aides, toi, les personnes à enlever leur blocage, leur schéma répétitif et tout ça par la danse? Comment ça se passe? Alors, pour l'instant, ça se passe pas. C'est-à-dire que c'est dans les rouages. J'ai un programme que je voudrais sortir l'année prochaine, mais il faut que je le filme, tu vois, c'est tout un travail à faire. Mais j'ai un programme qui s'appellera, alors le titre exact, ce sera peut-être pas ça, mais en gros, c'est Danser pour s'incarner. Donc, pour permettre aux gens qui, comme moi, sont pas incarnés ou sont pas ancrés, de revenir vraiment dans l'incarnation, dans le réel. Et c'est des mouvements que j'ai créés, en fait, que j'ai utilisés des centaines de fois dans ma vie, sans le savoir. C'était toujours les mêmes, en fait, mais je l'avais pas structuré, en fait, mais au final, je me suis rendu compte que c'était toujours les mêmes. Et c'est des mouvements qui aident à redescendre selon les chakras, en fait. À chaque chakra, il y a un mouvement. À chaque intention, par exemple, tu veux t'ancrer, ça va être un type de mouvement. Tu veux te connecter, ça va être un autre type de mouvement. Donc, en fait, ça va être un programme complet de danse intuitive. Et pour l'instant, c'est pas... Pour l'instant, ça m'arrive de donner à mes patientes des mouvements, des choses à faire parce que ça fait partie de mon travail. Je leur donne toujours des petits exercices. Mais c'est pas encore totalement intégré à ce que je fais.
D'accord. Donc, j'ai décidé d'en faire vraiment un programme parce que ça sera beaucoup plus complet. Je vois. Voilà. Mais du coup, ton accompagnement, à quoi il ressemble? Je viens de te voir en te disant, Laura, j'ai un schéma répétitif, je rencontre que des mecs toxiques à chaque fois, c'est les mêmes. Aide-moi, que fais-tu? Alors, la base de mon travail, c'est l'énergétique. Donc, c'est vraiment il y a toujours un travail de nettoyage, fluidification, remplissage aussi quand il y a des trous, parce que ça arrive aussi qu'il y ait des trous, d'énergétique. Ça, c'est la base. Toujours, à chaque séance, il y a forcément de l'énergétique. Et ensuite, on va travailler de différentes façons. Si le corps est pas du tout sécurisé, c'est-à-dire si tu es vraiment en agitation, tu fais des crises d'angoisse, etc., on va pas du tout travailler sur le système nerveux. On va travailler d'abord sur le système nerveux, pour stabiliser le corps. Donc là, c'est de la visualisation, des exercices somatiques, donc vraiment dans le corps. Et on va chercher où est-ce que ça fonctionne pour toi. Et quand ça fonctionne pour toi, on va l'explorer pendant très longtemps, jusqu'à ce que ça soit intégré par ton corps et que tu puisses le faire en autonomie. Donc, c'est vraiment le but pour moi, c'est que les gens soient autonomes. Hein. C'est pas qu'ils soient dépendants de moi pendant des années. Donc, une fois que ça, c'est fait, une fois que ton système nerveux il est un peu stabilisé, parce qu'évidemment, ça prend longtemps avant qu'il soit totalement régulé, mais au moins juste stabilisé, là, on va explorer les choses plus profondes. Donc, les croyances limitantes, les parts de toi qui sont pas intégrées. Donc, il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup d'énergétique, il y a beaucoup de visualisation, il y a de la méditation guidée, plein de choses comme ça. J'utilise plein de petits outils. Ça dépend de la personne, du besoin, de ce qu'on fait, de ce qui marche pas. C'est toujours différent et c'est ça qui est incroyable. Donc, les parts de toi, l'enfant intérieur aussi, je le fais. Les mémoires karmiques, les mémoires transgénérationnelles aussi, je le fais. Donc, des nettoyages des mémoires familiales. Qu'est-ce que je fais d'autre? Je fais aussi parfois, je vais parler au guide quand il y a vraiment besoin d'avoir une info précise. Donc plein de petites choses et ça dépend vraiment de la personne. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une structure dont je déroge pas trop. C'est vraiment, si le corps est pas en sécurité, c'est d'abord le système nerveux. Si le corps est plutôt sécurisé, alors on peut explorer peut-être un peu des choses plus en haut. Donc plus les parts de toi, les mémoires, etc. Mais si vraiment il y a besoin, si c'est angoisse, anxiété, etc., c'est d'abord le corps. D'accord. J'espère que ça répond à ta question. Ouais, ça va. Pour les techniques, mais tu vois, pour les personnes qui ont des schémas répétitifs, je vous rassure, moi, tout va bien. Alors, Je disais là tout à l'heure, les mecs toxiques, je connais beaucoup de personnes qui vivent ça. ouais. Bah alors les schémas répétitifs, alors ça c'est un truc qu'il faut que je dise du coup parce que je pense que et j'ai souvent cette question, mais comment tu travailles sur en thérapie pour moi on travaille pas sur un sujet, c'est pas on se focalise pas sur ça en fait. Ouais. On se focalise pas sur un nœud. En général, on va tirer des fils un peu autour et ça va dénouer le reste. Parce qu'en fait, si on s'attaque à un nœud et que la personne n'est pas prête, ça marchera pas. Il y a une résistance, ça va dire non, survie, en mode warning, non, surtout pas. Et ça va peut-être même empirer la chose. Donc souvent, on passe par d'autres chemins. Donc on va peut-être parler de ton enfant intérieur, des parts de toi, de ce que tu as vécu quand tu étais enfant, de tes parents. Enfin, tu vois, on va chercher d'autres choses qui vont en fait toucher vraiment à ce truc-là. Parce qu'en fait, le schéma répétitif, il est créé, c'est un schéma de survie. Donc, il a été créé parce que tu as vécu des choses. Et donc, ton corps a enregistré ces choses-là. Ton corps a enregistré peut-être que tu n'étais pas en sécurité avec les hommes parce que ton père te battait. Bon, là, c'est vraiment très extrême, mais bon, ça existe. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas aller chercher à régler le problème avec les hommes d'abord. On va d'abord régler le problème du système nerveux qui n'est pas en sécurité. Donc, en fait, déjà, tout ça, c'est du travail sur les schémas répétitifs. Et après, il y a d'autres choses qu'on peut faire, comme le travail sur les croyances limitantes. Là, on les cherche, on les trouve. Donc là, c'est vraiment, on discute, c'est long. On essaie de les identifier. Ensuite, on les teste dans le corps. Donc là, c'est vraiment, ton corps est un pendule, il faut le savoir. Si tu lui dis quelque chose, il va bouger.
Donc, on essaie de voir s'il bouge à droite, s'il bouge à gauche. Qu'est-ce qu'il nous dit? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est juste pour toi, cette croyance-là? Et ensuite, on la libère énergétiquement. Et là, souvent, il se passe des choses incroyables. J'ai eu d'ailleurs une patiente il y a 2 semaines où j'ai libéré des croyances pour elle sur le rejet. Donc, elle aussi, elle a des schémas répétitifs. Et on a identifié que son schéma venait d'une croyance qui disait si je suis moi-même, je suis rejetée, par exemple. Et ça faisait que du coup, elle n'était jamais elle-même et qu'elle s'imposait jamais, elle posait jamais ses limites. Enfin, tu vois, ça a plein de conséquences derrière. Mais cette croyance-là, quand on l'a libérée, 2 jours après, elle m'écrit, elle me dit, Laura, j'ai reçu un message de cet homme-là qui m'avait ghosté pour s'excuser. Tu vois, en fait, le blocage énergétique qui était en elle par cette croyance bloquait toute sa vie, en fait. Donc, ça, c'est vraiment le travail sur le schéma répétitif, c'est pour moi les croyances. Mais en général, on fait plein d'autres choses autour parce que on veut pas, je veux dire, quelqu'un qui vient me voir pour un schéma répétitif, je vais pas attaquer ça la première séance parce que je sais pas son état énergétique, je sais pas si son système nerveux est prêt à avoir ce genre de changement. Faut quand même faire tranquille pour pas braquer le corps aussi. Très, très, très intéressant. Mm. On approche de la fin du podcast et j'aimerais te poser des questions, mais en réalité, je crois que tu y as vraiment déjà répondu. Est-ce que tu... Est-ce que tu suis les signes de la vie et les synchronicités? Ouais, alors cette question-là, elle est drôle parce qu'en fait, pendant longtemps, non. Pendant longtemps, je ne suivais rien du tout. Je recevais plein de messages, mais je ne suivais rien. Et à partir du moment où j'ai commencé du coup, à m'éveiller, à prendre conscience, à me connaître, etc., je continuais à recevoir des signes que je n'écoutais pas. Et en fait, à un moment, j'ai compris que j'avais ce que j'appelle le karma instantané. C'est-à-dire que si j'écoute pas, 1 fois, 2 fois, 3 fois, je me prends une claque, mais grosse. Hein, ça m'est arrivé d'avoir des accidents de voiture où j'aurais dû mourir et en fait, les pompiers m'ont dit, mais comment vous faites pour être vivante? Et je me suis dit, bah, c'était juste un message. C'était pas pour me tuer. Donc voilà, j'ai ce genre de truc. Donc maintenant, c'est presque que j'ai pas le choix, en fait. Donc oui, j'écoute. Quand j'ai un signe, je l'écoute tout de suite. Effectivement, j'avais parlé du pendule. Donc ça, c'est vraiment... quand je reçois des messages ou des signes que je comprends pas forcément, le pendule m'éclaire et m'aide à dire, OK, c'est ça, ou c'est ça, ou c'est ça, c'est oui, c'est non. Donc oui, en fait, ça régit ma vie concrètement. Je base toutes mes décisions sur ça. La petite voix qui est en moi, par exemple, je parlais tout à l'heure de déménagement en Indonésie en novembre. C'est un appel que j'ai depuis que j'en suis partie, parce que j'y vivais là-bas. Je suis partie pour des raisons personnelles. Et depuis que je suis partie, j'ai ce truc en moi qui dit « faut que tu y retournes, faut que tu y retournes, faut que tu y retournes ». Et en fait, je ne l'ai jamais écouté parce que je me disais « mais j'ai pas les moyens, je peux pas ». Enfin, il y a plein de raisons logistiques. Et là, en fait, au moment où je suis dans un moment où je peux le faire, j'ai dit, en fait, il faut que je le fasse parce que si je le fais pas, ça va continuer à taper à la porte. Et donc, je suis mon intuition et jusqu'ici, ça m'a jamais, jamais, jamais déçue. Je suis allée en Inde par intuition. Je suis allée en Indonésie par intuition. J'ai fait plein de choses de thérapie par intuition. Et au final, ça m'a menée où j'en suis et je regrette absolument rien, même les décisions sur l'intuition qui ont été difficiles, parce que c'est pas parce que c'est l'intuition que c'est des décisions faciles. Tout quitter, changer de travail, enfin, il y a des trucs, c'est des changements qui bouleversent, mais ça a toujours été pour du résultat positif au final. Donc oui. Et je n'arrêterai jamais, je pense, de fonctionner comme ça parce que, comme je dis à mon partenaire, mon intuition a toujours raison. Et c'est le cas, en fait. Notre intuition, elle a toujours raison. Elle sait mieux que n'importe quoi d'autre, ce qui est bon pour nous. Waouh, génial. J'ai essayé de le faire résumer du coup là. C'est exactement ma vision et c'est une très très belle réponse. Laura, c'était incroyable cet épisode. C'était hyper riche. T'as vraiment une vie voilà, qui n'a pas été facile et ça t'a amené à vraiment te réaliser. Et je suis sûre que tu dois aider beaucoup de personnes à aller mieux. Enfin, ça se sent. Il y a de la lumière qui dégage de ce que tu
proposes. C'est chouette. Bah ouais, j'essaye au maximum. Alors, je fais des erreurs et tu vois, je suis humaine, hein. Mais j'essaye vraiment au maximum du coup, de toujours étudier, tester sur moi avant de tester sur les autres, de structurer les choses correctement, d'accompagner selon le besoin aussi. Je m'adapte énormément parce que je fais parfois des plans de séances. Quand je sais que j'ai une personne pour 4 séances, je sais ce qu'on va travailler parce que selon sa problématique, forcément, je sais ce qu'il faut faire. Mais parfois, j'ai une patiente, par exemple, qui a des réactions hyper violentes parfois parce que son corps réagit par survie. Il crée des symptômes suite à nos séances. Et du coup, bah, on fait une séance un peu lourde. Du coup, je sais que la suivante, on va faire quelque chose de soft. On va juste apaiser, on va juste faire un nettoyage. Je m'adapte en fonction de ce qui se passe. C'est pas... justement, ça aussi, ça fait partie du... Je mets pas les gens dans des cases parce que c'est pas un protocole de soins avec il faut prendre l'antibiotique à telle heure. Et c'est vraiment... on est tous faits de plein de choses et en fait, il peut se passer tout et n'importe quoi. Donc, en fait, on s'adapte au fur et à mesure et on ajuste. Et si la personne, elle me dit, bah, Laura, je veux faire une pause de 3 mois, je lui conseillerais peut-être, je lui dirais, bah, tu sais, si tu fais une pause de 3 mois, peut-être que ton mental va reprendre le dessus parce que c'est le cas. Mais c'est elle qui décide, c'est pas moi. Donc, moi, je préconise toujours, tu vois, quand je fais des séances, je préconise toujours de faire, au début en tout cas, une par semaine ou une tous les 10 jours pour que le corps n'ait pas le temps de revenir en arrière et que du coup, on puisse avancer fort au début, puis après, on espace. Mais il y a des gens qui peuvent pas se le permettre financièrement, il y a des gens qui peuvent pas non plus au niveau du planning et du coup, on espace plus. En fait, c'est eux qui décident ce qu'ils font. C'est leur guérison, c'est pas la mienne. Et ça aussi, c'est très difficile en tant que thérapeute, je trouve. Et ça a été pour moi une leçon de vie de devenir thérapeute pour apprendre à me détacher du résultat. Dans le sens où c'est pas moi, c'est pas ma vie, ça me regarde pas. Moi, je suis là pour donner la main, mais si ça marche pas, je peux pas forcer en fait. C'est très difficile parce que ça demande de sortir du syndrome du sauveur. Mais du coup, ça a été pour moi aussi thérapeutique. En fait, moi, je suis en thérapie avec mes patients aussi. J'apprends tous les jours quelque chose sur moi, sur ma façon de faire, sur peut-être là, j'ai dit une chose un peu qu'il fallait pas. Enfin, c'est un apprentissage constant en fait. Et je pense on n'est jamais parfait. Et ce qui compte, c'est de trouver des patientes, ou que les patientes te trouvent plutôt, qui résonnent avec toi, qui sont avec qui elles savent qu'avec toi, ça va marcher parce qu'elles sont prêtes à le faire avec toi. Et c'est pour ça que je crois pas du tout à la concurrence et que pour moi, la concurrence n'existe pas parce qu'en fait, on est toutes différentes et les gens qui viennent nous voir, ils viennent nous voir pour nous, pas pour les techniques. Pour moi, c'est secondaire. Ce qui importe, c'est la relation. La relation thérapeutique, pour moi, c'est la base. D'ailleurs, mes patientes, des fois, elles m'écrivent des textos parce qu'on échange beaucoup entre les séances aussi. Ça aussi, je suis super disponible pour mes patientes. Et parfois, elles m'écrivent pour des trucs qui n'ont rien à voir. Genre, ah bah, je suis partie en vacances là, j'ai mangé une belle, j'ai pensé à toi. Enfin, tu vois, on est presque amis en fait. Mais toujours dans un respect aussi de la relation patient-thérapeute. Mais je trouve que ça, elles se sentent jamais abandonnées, elles savent qu'elles sont pas seules. Et ça, c'est ce qui est, selon moi, le plus important dans ce que je fais. L'humain et la vibration, quoi. Voilà. Mais ça vibre pas que tout le monde. Tu vois, il y a des gens... j'ai déjà eu des patientes qui sont venues une fois et qui sont reparties parce qu'elles n'ont pas accroché, ça allait pas, le feeling passait pas. Et moi aussi, je le sentais de l'autre côté, évidemment, mais moi, je me permets pas de dire non parce que du coup, je choisis pas les patients, en fait. C'est eux qui doivent choisir si ça va ou ça va pas. Et du coup, bah, elles sont venues, puis elles sont parties. Et puis, bah, ok, c'est pas grave, elles trouveront la personne qu'il faut pour elles. Et ça aussi, c'est une leçon. On peut pas être aimé de tout le monde. Et ça, c'est vraiment mon travail qui me l'apprend, tu vois. On peut pas être la personne juste pour tout le monde. Et c'est ok. Oui, c'est vrai. Moi, je suis complètement d'accord. Il y a des personnes que je suis allée voir une seule fois, ça me correspondait pas, et puis bah, c'est pas grave, et puis je lui en veux pas non plus. C'est juste que voilà, c'était pas la technique, j'allais dire. La thérapie. L'approche qui te convient. Complètement. Alors Laura, on te retrouve où? Sur Instagram? Sur Instagram, Sensiora. Et voilà, j'ai pas de site internet pour l'instant. D'accord. Ok.
Eh ben, merci, c'était vraiment génial. Bah, merci à toi de m'avoir invitée parce que c'est vraiment super de pouvoir partager et peut-être inspirer, peut-être donner de l'espoir aussi aux gens qui vivent les mêmes choses ou qui traversent les mêmes difficultés, de savoir qu'en fait c'est possible et que il y a de la lumière au bout du chemin et que il y a des gens qui peuvent les aider aussi à la trouver. Donc c'est vraiment cool de pouvoir partager tout ça. Mm. Ah, c'est génial. Merci à tous pour votre écoute. À très vite pour un nouvel épisode de Chronique Cosmique. Avant de partir, n'oublie pas de t'abonner au podcast. Si tu as quelques minutes, je serais vraiment reconnaissante si tu me laissais 5 étoiles et un commentaire à propos de l'épisode. C'est toujours un plaisir pour moi de voir que le podcast est utile. Pour me suivre chaque jour, retrouve-moi sur mon compte Instagram, Chronique Cosmique. Je te dis à très vite.